à tous. J'espère que tout le monde va bien déjà. Alors oui, je sais, c'est la dernière session avant d'aller boire un verre à l'after party, donc je vais essayer d'être bref, promis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler de développement et d'enseignement. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter une partie de mon histoire. Je suis arrivé à Zenica, une société de services, en 2016. À l'époque, j'étais qu'un tout jeune développeur, à peine sorti de l'école, qui était catapulté dans le grand bain du monde de l'entreprise. Et j'avais fait mes classes sur le domaine du web, en fait, tout simplement. J'étais un passionné du domaine du web. Et donc, quand je suis arrivé à Zenica, j'ai commencé tout naturellement à travailler en tant que développeur chez un client avec un framework qui s'appelait Angular. Voilà. Et quand je suis arrivé à Zenica, du coup, on m'avait parlé de formation. On m'avait parlé de la possibilité d'en suivre, évidemment, mais aussi d'en donner. Et puis le temps a passé, quelques mois ont passé, et puis une opportunité se présenta. On me demanda si je souhaitais animer une formation Angular. Et évidemment, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc je me suis lancé. Pour ça, j'ai suivi une formation de formateur chez Zenica. Et puis très vite, me voilà à l'aube d'animer ma toute première formation. Je m'en souviens encore, du coup à l'époque c'était pour 5 personnes, et puis à l'époque il n'y avait pas de distanciel ou quoi que ce soit, hein, c'était évidemment tout en présentiel. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, c'était un peu la flippe, j'étais vraiment terrifié, quoi. Je me sentais absolument pas légitime, j'étais vraiment juste qu'un tout petit développeur qui venait de débarquer, qui savait juste au final se servir de mon framework chez mon client, et c'est tout. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, Angular venait tout juste de sortir officiellement en version 2, donc c'était quand même assez difficile de réussir à trouver des gens qui avaient une vraie expérience sur le sujet. Donc j'avais beau être terrifié, malgré tout, j'ai osé, je me suis lancé, et puis au final, ça s'est bien passé. Tout le monde était content. Donc du coup, j'ai continué à donner des formations, l'une après l'autre, petit à petit, et puis à un moment donné, je suis arrivé à Nantes. Et à Nantes, j'ai eu une nouvelle opportunité, cette fois d'aller donner des cours directement dans des écoles pour des étudiants. Et à ce moment-là, j'avais quand même déjà quelques formations à mon actif, mais rebelote, c'était le même sentiment. J'étais hyper terrifié, je ne me sentais pas légitime du tout. Et pour autant, encore une fois, là aussi, j'ai osé, je me suis lancé. Et puis ça s'est bien passé. Et puis en regardant en arrière, maintenant, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé, justement. Des choses qui m'auraient été utiles de connaître dès le départ, ou qui m'auraient permis même de moins stresser. Puis je me rends compte aussi que toutes ces expériences, ça m'a apporté énormément, et que ça a pas mal aussi impacté la vision que j'ai de mon métier de tous les jours, qui reste développeur. Et donc c'est tout ça que je vais essayer de vous présenter pendant ces quelques minutes ensemble. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur qui est si éminemment présent dans le monde du développement. Au moment où on décide d'aller enseigner quelque chose, ce syndrome de l'imposteur, c'est clairement 1000 fois pire. Vraiment. C'est horrible. En fait, c'est quand on a déjà du mal à se sentir légitime en tant que développeur tout seul devant sa machine, et au final, c'est encore plus dur de se sentir suffisamment sachant, suffisamment compétent pour aller enseigner quelque chose à quelqu'un. C'est hyper compliqué. Et pour autant, ce syndrome, très souvent, il n'est pas du tout justifié. Je vais être clair, on n'a pas besoin d'être un expert mondialement reconnu sur un sujet pour l'enseigner. Je le répète, on n'a pas besoin d'être un expert mondialement reconnu sur un sujet pour l'enseigner. Alors évidemment, il faut avoir une bonne connaissance de ce que l'on va aller enseigner. Quand la première formation que j'ai faite, donc c'était sur Angular, j'ai énormément révisé. Je me suis assuré que je comprenais bien ce que je faisais, que je comprenais bien ce que j'allais présenter, que j'avais une bonne compréhension globale de toute la formation, etc. Pour autant, est-ce que j'avais besoin de faire partie de la core team d'Angular pour aller enseigner les bases de ce framework? Non. Ou est-ce que j'avais même besoin de faire partie des contributeurs officiels Angular? Non plus. Et ça tombe bien, j'étais vraiment ni l'un ni l'autre. Et ça s'est très bien passé pour autant. Donc voilà. Ce syndrome de l'imposteur, il est très souvent présent, mais il est très rarement justifié. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est une source de stress énorme, évidemment, quand on essaye d'enseigner quelque chose. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'exercice de l'enseignement, c'est que stresser, c'est normal pour tout le monde. Vraiment. Je connais aucun professeur, aucun formateur aujourd'hui qui n'ait jamais ressenti un certain montant de stress à l'idée d'aller enseigner quelque chose. C'est impossible.
Évidemment, il y a des personnes qui vont être plus à même de le cacher, qui vont plus naturellement être capables d'éviter de le montrer, en fait, tout simplement. Mais tout le monde va ressentir un minimum de stress à ce moment-là, et c'est normal. Parce que dans cet exercice, il peut y avoir plein de choses qui vont nous causer du stress. Moi, ce qui m'a fait stresser énormément au tout début, c'était le fait de prendre la parole en public, justement. Ça n'a jamais été quelque chose dans lequel j'étais naturellement à l'aise, et du coup, ça a été une énorme source de stress pour moi. Et pour autant, c'est comme n'importe quel exercice, s'exprimer en public, ça se travaille, ça s'apprend, et on peut progresser pour devenir un petit peu plus à l'aise. Moi, ce qui m'a permis de progresser dans cet exercice, justement, c'était de faire des répétitions dans des conditions les plus proches possibles du réel. Donc ça a été répété au début devant la caméra de mon ordinateur, en m'enregistrant et en me regardant. Et spoiler alert, c'est toujours terrible, hein, en plus, hein, c'est ce que ça donne. Mais ça a été aussi de répéter devant ma famille, des amis et même des collègues, en fait. Des gens qui ne vont pas avoir forcément la même vision que nous, mais qui pour autant pourront nous faire du coup des retours constructifs. Donc voilà. De manière générale, dans cet exercice, il faut s'habituer un minimum à être sous le coup du stress, parce que très souvent, en fait, être stressé à ce moment-là, ça veut simplement dire en fait, qu'on accorde de l'importance à ce que l'on est en train de faire, tout simplement. Une autre source de stress, qui va paraître un petit peu anecdotique, mais qui arrive au final assez régulièrement, c'est la peur de rencontrer un étudiant qui est aussi compétent, voire meilleur que nous sur le sujet qu'on enseigne. Ça fait flipper vraiment. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était plutôt un vrai faux problème, parce qu'il faut avoir conscience de son objectif quand on vient enseigner quelque chose. Si je viens enseigner les bases d'Angular, je ne viens pas enseigner des techniques d'optimisation avancées d'Angular, par exemple, ou je ne viens pas enseigner du Java ou du Python ou quoi que ce soit. Donc c'est important d'avoir conscience, au moment où on arrive dans une salle de cours ou une salle de formation, de pour qui on vient enseigner quelque chose et qu'est-ce qu'on vient enseigner exactement. Il y a un des professeurs avec lesquels j'ai la chance d'échanger régulièrement qui m'a un jour dit quelque chose qui illustre plutôt bien ça. Il m'a dit « Tu ne viens pas enseigner pour les 2 personnes dans la salle qui connaissent déjà ton sujet, tu viens enseigner pour les 15 autres qui n'y connaissent strictement rien. » Et en fait, ça se résume à ça, avoir conscience de son objectif quand on rentre dans une salle de cours. Mais ce n'est pas forcément évident à ressentir non plus. Et c'est rigolo parce qu'en plus, en tant que développeur, c'est pourtant quelque chose dont on a extrêmement conscience. C'est-à-dire que si j'arrive dans une entreprise en tant que développeur Angular, on ne s'attend pas du tout à ce que je sache faire du Java ou du Python ou du Kafka. C'est exactement la même chose en fait quand on vient enseigner quelque chose au final. Après, ça ne veut pas dire pour autant que si je viens enseigner un sujet et que quelqu'un connaît déjà mon sujet, je ne vais strictement rien lui apporter. Au minimum, ça va permettre à cette personne de formaliser ses connaissances, et derrière, on va quand même pouvoir lui apporter quelque chose, mais potentiellement plutôt à travers un échange à la machine à café, on va se raconter nos expériences, etc. Voilà. Alors, on pourrait continuer longtemps comme ça sur les problématiques que l'on peut rencontrer lorsque l'on enseigne quelque chose, mais évidemment, enseigner, c'est pas qu'une source de stress ou quoi que ce soit, on en prend du plaisir, évidemment, et ça nous apporte beaucoup de choses. Et le premier truc que ça m'a apporté, pour moi, déjà, c'est une meilleure connaissance de mes sujets. Il y a une phrase qui est assez connue, qui dit « Si tu veux savoir si tu maîtrises quelque chose, essaye de l'enseigner ». Et en fait, ça fait un peu cliché, mais c'est exactement ça, en fait. Enseigner, c'est un très bon exercice pour savoir où est-ce qu'on se situe dans la maîtrise d'un sujet, pour connaître nos limites. Et nos limites, ensuite, vont être plus ou moins étendues, tout simplement. Enseigner, en fait, ça va nous pousser à nous poser de nouvelles questions, des questions dont on n'aurait pas forcément l'habitude de se poser dans notre métier de développeur, ou des questions sous un angle différent, tout simplement. Ou même, ça va nous forcer à mettre explicitement des mots sur des connaissances qu'on a déjà, mais qu'on n'avait jamais essayé d'expliquer à qui que ce soit, au final. Donc voilà, ça nous apporte une meilleure connaissance de nos sujets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je prépare un cours ou quand je prépare une formation, une de mes phases de préparation, c'est justement quand je vais réviser mon sujet, je vais aller noter toutes les questions qui me viennent à l'esprit sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse sur le moment. Et ensuite, je vais repasser dessus et je vais essayer de chercher une réponse à toutes ces questions. Ça ne veut pas dire pour autant que je rencontrerai jamais quelqu'un qui va me poser une question dont je n'ai pas la réponse, mais au minimum déjà, moi ça me rassure, et en plus ça me permet de continuer à étendre mes connaissances sur mon sujet. Ça m'a également apporté une meilleure gestion de mon stress, qui est utile à tous les niveaux, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Aller enseigner quelque chose, ça a toujours été quelque chose aller enseigner un sujet, ça a toujours été quelque chose qui me faisait sortir de ma zone de confort en tant que développeur. Donc le fait d'être soumis en final à intervalles réguliers à cette petite dose de stress à chaque fois,
je me rends compte après coup que ça m'a entraîné aussi à apprendre à mieux gérer mon stress. Et maintenant, c'est plus facile en fait de réussir par exemple à garder la tête froide et à prendre des décisions réfléchies quand, je sais pas, la prod vient d'exploser chez notre client et qu'il faut réagir tout de suite, quoi, typiquement. Ça m'a également apporté un vrai sentiment d'utilité. Par exemple, j'ai récemment eu, un peu plus tôt dans l'année, j'ai eu la chance de participer à la formation d'étudiants qui avaient tous le point commun d'être en reconversion professionnelle et qui étaient dans une formation pour apprendre à devenir développeur web. Le fait de pouvoir faire partie en fait de cette formation, d'apprendre des choses à des gens, surtout pour des gens qui sont là véritablement pour changer de vie, parce que c'était vraiment des gens qui connaissaient déjà un métier et qui avaient fait le choix explicite d'en sortir, de retourner dans les études pour apprendre quelque chose de nouveau, ça apporte un vrai sentiment d'utilité au final. Et puis ça m'a permis de développer aussi plein de qualités que je considère comme étant essentielles aujourd'hui dans mon métier de développeur de tous les jours. L'empathie, la bienveillance et la patience. L'empathie, rien que l'empathie qui est hyper importante, je trouve, dans notre métier de développeur. L'empathie avec nos utilisateurs, rien que ça déjà. Quand on développe une application, on ne développe pas une application pour nous, on développe avant tout une application pour répondre à des besoins des utilisateurs. Et la première étape pour répondre correctement à ces besoins, c'est d'être capable de se mettre à leur place, tout simplement. Mais l'empathie, ça va être même utile à un niveau encore plus proche, lorsque l'on va écrire du code directement, en fait, avoir de l'empathie envers le prochain développeur qui va passer sur notre code pour le maintenir ou pour le faire évoluer. En sachant qu'en plus, ce prochain développeur, ça va potentiellement être quelqu'un dans notre équipe déjà, ça va pouvoir être quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé, donc à ce moment-là, aucune chance pour que la personne en question connaisse le contexte actuel dans lequel j'écris mon code. Mais la personne en plus dans 6 mois qui va repasser sur mon code, potentiellement, c'est à nouveau moi, en fait. Et dans ce cas-là, c'est carrément me rendre service à moi-même, de faire preuve d'empathie et d'écrire mon code en gardant à l'esprit que la prochaine personne qui passera n'a pas le contexte que j'ai aujourd'hui. Et pour autant, il faut que ce soit compréhensible et maintenable. La bienveillance aussi, qui est hyper importante, je trouve, dans tout ce que l'on fait tous les jours, surtout au travail. Prendre conscience que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est très rarement dans le but unique de nous embêter. C'est bête à dire, mais c'est quand même important. Et c'est d'autant plus important la bienveillance depuis ces 2 dernières années, où avec le Covid, dans notre monde, au final, surtout dans notre domaine, le télétravail s'est généralisé. Et il est beaucoup plus facile de foirer des communications et de prendre mal quelque chose lorsqu'on communique uniquement à travers un écran et à travers des messages. Donc faire preuve de bienveillance dans la façon dont on communique aussi, c'est d'autant plus important aujourd'hui. Et puis évidemment, la patience qui est hyper importante à tous les niveaux, que ce soit dans la vie perso ou la vie pro. Et vous pouvez me croire, pourtant, je suis vraiment pas d'un naturel patient à la base. Enfin, par où est-ce qu'on commence si on veut essayer d'enseigner quelque chose en tant que développeur? Pour moi, maintenant, il y a vraiment 3 choses qui sont essentielles à avoir si on veut réussir à enseigner correctement quelque chose. La première, déjà, c'est l'envie de partager. Celle-ci, elle est vraiment pas négociable. On est obligé d'avoir cette envie de partager à partir du moment où on veut essayer d'enseigner quelque chose. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut pas le faire parce qu'on n'a rien d'autre à faire ou parce qu'on nous a demandé de faire ça pour obtenir une promotion, je raconte n'importe quoi. Il faut vraiment avoir l'envie de partager avant tout. On a tous connu à l'école, bon, j'ai bien conscience que c'est plus ou moins loin, mais voilà. On a tous déjà connu à l'école un professeur avec qui ça s'est très mal passé, il n'y avait rien à faire, c'était toujours un calvaire d'aller dans son cours, on n'apprenait strictement rien, et pour autant, l'année a été un calvaire à cause de ça. Et d'un autre côté, on a tous connu aussi déjà un professeur avec qui ça se passait extrêmement bien, on n'avait vraiment pas l'impression de faire des efforts pour apprendre quoi que ce soit, et on ne voyait pas le temps passer. La différence fondamentale, au final, entre ces 2 professeurs, c'est avant toute chose l'envie de partager. Vraiment. Il faut évidemment un sujet qui nous passionne. Avoir l'envie de partager sur un truc dont on s'en fout, c'est quand même compliqué. Et le dernier truc qu'il faut avoir, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on ne sera jamais prêt. Quand on veut se lancer dans l'enseignement, la question à se poser, c'est pas « est-ce que je suis prêt ?» La question à se poser, c'est « quand est-ce que je serai prêt ?» Parce qu'en se posant cette question, très souvent, on va se rendre compte que peu importe à quel point on prépare notre sujet, peu importe combien de fois on va aller répéter,
derrière, il n'y a strictement rien qui nous fera sentir à 100% prêt pour aller faire ça. Et pour autant, il faut quand même réussir à se lancer. Et enfin, tout ce que je viens de vous raconter depuis quelques minutes, du début à la fin, c'est valable quand on veut enseigner quelque chose, évidemment, mais c'est également valable quand on veut participer à une conférence. Parce qu'au final, qu'on soit dans une salle de cours, une salle de formation ou sur scène, en conférence, tout ce que l'on vient faire, c'est partager. Merci. Merci beaucoup, Jimmy. Super première conférence. Tu as bien appliqué ce qu'on t'a appris. On a du temps pour des questions-réponses. Est-ce que vous voulez poser quelques questions à Jimmy? Ok. Ou pas, hein, c'est pas très grave. Hein. Non, bon, tu invites tout le monde. Non, il y a une question là. Encourageux. Salut, tu parlais du fait d'avoir répété devant ta famille, tes collègues, pour les... Alors je sais plus si c'était pour les formations ou les cours élèves ou pour les deux de toute façon. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un souci de décalage de niveau attendu? C'est-à-dire peut-être que quand tu présentais devant tes collègues, ils étaient bien meilleurs que ce que tu allais présenter aux élèves. Ouais. Ou à l'inverse, devant ta famille, ils sont peut-être pas dev et du coup, ils pitaient rien. Bah si, complètement, et c'est pour ça que c'est bien justement de répéter devant différents publics, ça va nous permettre d'obtenir des feedbacks différents. Typiquement, devant ma famille, ils vont strictement rien y comprendre, mais pour autant, ils seront quand même capables de me donner des feedbacks sur là, a priori, ton explication n'est pas claire, ou là, ça dure trop longtemps, etc. Et avec des collègues, ça va plutôt être des feedbacks sur ton explication technique. Là, elle nécessite quand même de connaître déjà ça, et c'est pas forcément évident pour un étudiant dès le départ, ou ce genre de choses. Donc justement, c'est important aussi quand on répète de varier les publics pour obtenir la plus grande gamme de feedback possible en fait. Une dernière question pour Jim. Yes. Ah, 2 questions. Vous la faites en duo? Bonjour, moi j'avais une question sur le contenu des activités que tu peux faire. Est-ce qu'au bout d'un moment, si tu fais 30 fois une formation sur les bases de Angular, toi tu as rodé le sujet, ton cours il est bien fait et tout, est-ce que ça ne devient pas frustrant, voire lassant de refaire une même activité? Après, il peut y avoir un côté lassant qui arrive, ça c'est clair. Justement, l'idée après, ça va être aussi de varier potentiellement ce que l'on arrive à fournir comme formation. Avoir des formations, par exemple, sur des bases ou des formations avancées, comme c'est le cas chez Zenica. Mais après, c'est jamais lassant non plus, dans le sens où à chaque fois, ça va être des personnes différentes et il va toujours y avoir des questions différentes, des feedbacks différents et des besoins différents aussi. Et donc, sur le fond, ça va toujours être la même chose, mais en réalité, sur le moment, ça sera toujours différent, en fait. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour ton talk, c'est super sympa. Et moi, j'avais une question sur les 2 élèves, là, dans le fond, qui connaissent déjà ton cours, qui connaissent déjà la techno. Comment est-ce que tu les gères, cela? Est-ce que tu leur donnes quelque chose de plus avancé quand même, ou tu les laisses en autonomie? Ça dépend déjà comment ils réagissent au fait qu'ils connaissent déjà la plupart des choses que je suis en train de présenter. Après, souvent, ça dépend aussi en fait, est-ce qu'on est en présentiel ou en distanciel, parce que typiquement en présentiel, du coup, on peut s'en servir pour aller aussi les inciter à aller aider les autres, tu vois, dans des travaux en groupe, ce genre de choses. En distanciel, c'est un petit peu plus compliqué, mais soit sur le moment, on a déjà du contenu qui existe aussi, qui est un petit peu plus avancé. Dans ce cas-là, on peut aussi essayer d'échanger avec eux sur ça. Soit c'est plutôt à travers des échanges, en fait, comme je le disais, en fait, directement à travers des échanges qui seront beaucoup moins formels en fait que le cours. On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait potentiellement les intéresser ou leur donner des pistes de trucs à aller voir pendant ce temps-là, quoi. Voilà. Ouais, salut. J'avais une petite question ici. Pardon. Ok, yes. En fait, je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu de ta recherche de l'équilibre entre la théorie et la pratique dans tes cours. Alors ça, pour le coup, c'est un truc sur lequel, en fait, les formations que l'on donne à Zenica, de manière générale, en fait, sont très axées aussi sur la pratique. Donc on a plus de pratique encore même que la théorie. Et pour le coup, en tout cas, sur tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt d'accord. C'est un modèle qui, je trouve, fonctionne bien, en fait, justement, de faire énormément pratiquer les gens. Donc sur mon rapport à la théorie pratique, ça serait dans ces eaux-là, en fait, ça serait 70% pratique, 30% théorie.
Après, ça dépend évidemment des sujets et il faut adapter. Mais en tout cas, il faut forcément avoir de la pratique. Parce que de toute façon, donner un cours en mode 5 heures de suite en monologue, personne qui retient rien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Merci. Il y avait d'autres questions? Non. Dernière question? Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question. En fait, le titre de ton talk, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Je pense que j'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que c'est une bonne idée? Et qu'est-ce qui te ferait arrêter en fait? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement te ferait arrêter de donner des cours? Alors, oui, du coup, je considère que c'est une bonne idée, évidemment. Qu'est-ce qui me ferait arrêter de donner des cours? Franchement, je ne sais pas, parce que après, c'est comme tout en fait. Hein. Les cours, on va avoir des bonnes expériences, on va avoir aussi potentiellement de mauvaises expériences, un petit peu comme dans le développement. Hein. Mais même comme ça, en fait, j'ai jamais ressenti en 5 ans l'envie d'arrêter en fait de donner des cours ou des formations. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais pas te répondre sur qu'est-ce qui me ferait vraiment arrêter les cours, en fait. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous.